éventuellement passer à l'élimination des armes nucléaires. Et il faut qu'à partir du moment où un État a renoncé à la dissuasion, il peut adhérer au traité, et à ce moment-là, il doit signer un protocole avec les autres États signataires d'élimination réelle des armes. Et ensuite, l'État qui signe le traité s'engage, avec un article du traité, à demander la signature aux autres pays nucléaires. Donc c'est vraiment un traité qui engage une dynamique, pas seulement qui définit un nouveau statut pour un État qui le signerait, mais engage une dynamique internationale d'élimination des armes nucléaires. Alors, après avoir donc dit ce bon succès, je vais maintenant donner un peu quelques renseignements sur la situation en France. Et puis, nous, militants, et puis ceux des renseignements généraux qui ne sont pas militants, mais il faut qu'ils le notent aussi, il y a des arguments officiels pour nos armes nucléaires, et il faut donc analyser ces arguments officiels et voir quels sont les arguments réels. Parce que les arguments officiels, c'est souvent une pub. Alors, dans les arguments officiels, vous connaissez bien les discours des présidents de la République. François Hollande, finalement, est un des meilleurs à avoir fait le discours le plus avancé. Notre arme nucléaire est notre assurance vie. Elle nous garantit notre sécurité et notre liberté. Ça, c'est il faut le faire. Donc, vous voyez que si vous êtes un pays non nucléaire sur la planète, vous vous dites, attendez, moi aussi, je veux ma sécurité et ma liberté, donc il me faut des armes nucléaires. Donc ça, c'est un cas de proposition de la prolifération qui est assez extraordinaire. Et ensuite, ce qui est en plus extraordinaire dans ce discours, mais ça c'est repris aussi par tous les autres présidents de la République, hein, c'est qu'en cas d'échec de la dissuasion, prenez bien chaque mot, hein, nous pourrions procéder à un tir d'avertissement pour rétablir la dissuasion. C'est-à-dire, on ne vous croit pas, ben, on vous tire dessus, comme ça il faut nous croire. Hein. Ce qu'a fait la Corée du Nord. Voilà, donc, et en plus nous ciblerions les centres de pouvoir. Évidemment, les centres de pouvoir, c'est dans des déserts par rapport aux villes. Si on tire sur l'Élysée, ben, je veux dire, tous les gens qui habitent jusqu'à Versailles, c'est des effets collatéraux. Hein. Donc, ah non, les bombes actuelles, c'est pas Hiroshima. Les bombes actuelles, c'est 10 à 100 fois Hiroshima. Non, Hiroshima, c'est pas vraiment la dissuasion, c'était pour essayer des bombes en faisant croire que ça terminait la guerre. Excusez-nous. Est-ce qu'on peut faire les questions après? Parce que oui. Je suis désolée, parce que les conférences sont mises en ligne. D'accord, ah bah oui, d'accord. Donc les risques de frappe nucléaire, c'est des risques lors de crises, comme la Corée du Nord, l'Iran, ou la crise de Cuba, hein, qui a été un des cas extraordinaires de crise internationale militaire. Les risques d'accident aussi, il y a des nombreux cas, et le risque de guerre par erreur, qui finalement est peut-être le plus gros risque qu'on pourrait avoir maintenant, parce que les gens disent c'est pas sérieux d'avoir des armes nucléaires, on va pas se tirer dessus, mais les risques d'erreur sont réels. Il y a l'erreur la plus invraisemblable qui existe au monde, certainement beaucoup d'entre vous la connaissent, je l'ai dit pour ceux qui la connaissent pas. En 1983, il y avait un PC général pour toute l'Union soviétique qui devait analyser avec des satellites la situation d'agression que pouvaient faire les États-Unis, et en cas d'agression, il y avait un tir qui était prévu de 1000 fusées sur les États-Unis, 1000 bombes nucléaires sur les États-Unis. Donc, à minuit, le 26 septembre, il y a dans ce PC une image qui arrive, une image satellite qui photographiait le ciel des États-Unis, où il y avait 5 missiles qui sont partis vers l'Union soviétique. Les 5 missiles sont partis les uns après les autres, et ils arrivaient, et l'image était formelle. C'est-à-dire, on voyait les missiles arriver, se déplacer et arriver. Donc, le colonel Petrov, qui lui était en charge de transmettre au Kremlin l'attaque possible des États-Unis, eh bien, c'était la panique, hein, évidemment, au centre de Serpukhov. Tout le monde était énervé, on lui disait « Allez, on est attaqué, il faut transmettre au Kremlin ». Au Kremlin, c'était des vieux qui, de toute façon, n'avaient pas beaucoup d'imagination, et ils auraient procédé au tir comme c'était prévu dans le règlement et dans le protocole. Petrov a vérifié tous les niveaux informatique, mécanique et autres pour s'assurer de la véracité de ces images. Tous les niveaux étaient bons. Alors au bout d'un quart d'heure, il devait impérativement téléphoner au Kremlin pour donner l'avis de l'attaque. Il a téléphoné au Kremlin pour dire fausse alerte. Il a pris sur lui ça, de dire ça, et en fait il avait raison parce que c'était des reflets du soleil que les soviétiques ont mis 6 mois à analyser. Hein. Ils n'ont pas compris. Ils ont compris au bout de 6 mois que c'était des reflets du soleil sur des couches très hautes de la stratosphère qui
quand le satellite se déplaçait, donnait l'impression que les images se déplaçaient et attaquaient l'Union soviétique. Donc ça a été la fois la plus dramatique, parce qu'il aurait dit au Kremlin alerte et attaque, c'était 1000 fusées qui partaient sur les États-Unis. Évidemment, les États-Unis, voyant 1000 fusées soviétiques arriver, ils envoyaient 1000 fusées également sur les Russes. Le 27 septembre, il n'y aurait plus grand monde sur la Terre. Non, il n'y avait plus personne le 27 septembre. Alors en France, quel est le problème? Pourquoi est-ce que nous, en France, on veut conserver des armes nucléaires? Ça, c'est une vraie question pour les militants que nous sommes, parce que c'est grâce à la réponse à cette question qu'on peut se dire qu'on va essayer de convaincre les gens qui sont pour l'arme nucléaire. Convaincre ceux qui sont déjà contre, c'est très intéressant, ça alimente la certitude qu'on est dans le vrai, mais ce qui est intéressant, c'est de convaincre ceux qui sont pour l'arme nucléaire. Alors, il y a des gags qui montrent quelles sont les vraies raisons. En fait, la raison de Hollande dans son discours, on peut dire, oui, c'est une vraie raison, la sécurité, c'est impératif, ça c'est ça qu'il faut mettre en avant. Mais il y a d'autres raisons, et c'est dans le genre de gag qu'on peut essayer de mieux comprendre. À l'Assemblée nationale, il y a donc 6 ans, le directeur de la DAM, Direction des applications militaires, faisait un exposé, et un député, à la fin de son exposé, lui a dit « Mais donnez-nous un exemple, monsieur le directeur, où le président de la République se sert de l'arme nucléaire. C'est servi, ou a pu s'en servir. » Réponse du directeur de la DAM, donc c'est vraiment l'homme qui est vraiment compétent pour répondre. Tous les jours, l'arme nucléaire sert au président de la République. Donc si vous analysez cette réponse, c'est très intéressant, parce que ça veut dire que l'arme nucléaire sert au président, au Conseil des ministres, elle lui sert quand il mange avec un diplomate, quand il rencontre au niveau international. Ça veut dire que ça lui sert de tranquillisant psychiatrique. Et ça, c'est très intéressant, parce que l'arme nucléaire ne sert pas du tout pour la sécurité, elle sert pour le président, pour qu'il se sente président. Il se sent dominant. Il se sent dominant par rapport au ministre. Il a le bouton rouge à côté de lui. Les ministres, ils ne peuvent pas l'avoir. Et donc, c'est lui qui domine toute la vie politique. Et vous voyez, j'en reviens à la deuxième phrase de la première diapo, ça domine notre vie politique et ça change les rapports politiques entre les hommes par rapport au président. Donc, c'est une aide très importante au niveau psychiatrique. Alors, deuxième gag qui est aussi très important, le président de l'Assemblée nationale a fait une conférence au Sénat sur l'arme nucléaire. C'était Claude Barthelone à l'époque où le Parti socialiste dominait l'Assemblée nationale. L'arme nucléaire fait partie de notre identité, de la France. Et il a ajouté une phrase assez intéressante, comme le fromage. Et ça, si vous réfléchissez bien, c'est tout à fait profond. Ça semble un gag comme ça. Mais ça veut dire que si on nous enlève l'arme nucléaire, on nous enlève quelque chose de fondamental pour nous, Français. Vous ne pouvez pas imaginer qu'on nous enlève le fromage. Ça serait inadmissible, on serait plus français. Et donc, si on nous enlève l'arme nucléaire, on nous enlève quelque chose de notre patrimoine, de notre hérédité, de notre psychisme. C'est impossible d'imaginer pour un Français qu'on lui enlève l'arme nucléaire, sinon on compromet son identité. Et ça, c'est très important, parce que ça veut dire que le problème est aussi là, au niveau psychiatrique. Alors, comment faire le débat? D'abord, la première question, c'est la dissuasion nucléaire. Est-ce que vous y croyez? Est-ce que vous croyez vraiment que, en menaçant les Russes, parce qu'en ce moment, maintenant, au niveau de la défense nationale, c'est les Russes nos seuls ennemis. Il faut le savoir. C'est comme ça que le disent les responsables de la défense. Est-ce que vous pensez sérieusement que les Russes n'envahiraient pas l'Europe de l'Ouest, l'Union européenne, si on n'avait pas d'armes nucléaires? Est-ce qu'on serait envahi? Oui ou non? On a une frontière commune avec les Russes, nous, Union européenne. Est-ce qu'on pourrait être envahi? Alors, c'est une question à laquelle, évidemment, chacun peut répondre dans son sentiment. Il y a eu des cas où un État nucléaire attaquait un autre État nucléaire, c'est le cas de la crise de Cuba. Les soviétiques mettent des fusées à 150 km des côtes américaines, de la Floride. Comme provocation, on peut difficilement faire pire. Ça veut dire qu'en 3 minutes, la fusée part de Cuba et arrive sur la Floride. Donc ça, c'est la provocation max. La dissuasion n'allait donc pas marcher, puisque les soviétiques
avait mis ces fusées-là. Donc la dissuasion américaine n'avait pas marché. Bon, après, ils ont eu du mal à se mettre d'accord pour éliminer ces armes. Donc la dissuasion nucléaire ne marche pas, on a un exemple, entre deux pays nucléaires. Maintenant, est-ce que ça marche entre un pays nucléaire et un pays non nucléaire? Alors on a deux exemples intéressants. C'est la guerre du Kippour en 1973. L'Égypte et la Syrie attaquent Israël qui avait des armes. Donc, oui, mais la guerre a été conventionnelle. Il n'y a absolument pas eu une guerre nucléaire. Israël n'a pas détruit le Caire avec une bombe, pour autant. Et donc, on continue avec une guerre conventionnelle. Et la guerre des Malouines aussi, l'Argentine attaque le Royaume-Uni. Le Royaume-Uni n'a pas non plus envoyé une arme nucléaire sur l'Argentine. Et donc, la dissuasion nucléaire entre un pays nucléaire et un pays non nucléaire ne fonctionne pas. On en a des preuves. Alors les gens qui sont pour, moi je suis dans une région où le CEA est très implanté, les chercheurs sont très implantés, il y a beaucoup de gens qui travaillent pour le nucléaire, donc je suis dans une région un peu chaude et ma voisine est pour la dissuasion nucléaire, mes voisins aussi, et voilà, donc je suis entouré de bons cas intéressants pour faire l'analyse de la situation. Et donc ça c'est vraiment les arguments que me donnent ce genre de personnes qui n'ont pas forcément beaucoup réfléchi, mais qui ont quand même une intuition personnelle, une sorte de réaction. Un peu comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est notre sécurité. Hein, on a un sentiment de sécurité. Vous savez que le mot sécurité a deux sens en français, c'est la sécurité physique et la sécurité psychologique. La sécurité physique, c'est la ceinture de sécurité, et la sécurité psychologique, c'est le panneau pour votre sécurité, n'approchez pas du précipice. Donc ça, c'est la sécurité psychologique. C'est l'adolescent qui est un peu en guerre, ou l'enfant qui ne sait pas lire, pour lui, le panneau ne signifie rien. De toute façon, vous savez, il y a un peu partout, pour votre sécurité, vous êtes sous vidéoconférence, sous vidéo-surveillance. Donc, la sécurité, c'est tout le temps, mais ça, c'est le sentiment de sécurité. Ce n'est pas la sécurité physique, c'est le sentiment de sécurité. Donc, souvent, on confond les deux. Donc, la dissuasion nucléaire a fonctionné. Ça, c'est un argument classique. Et ma voisine, c'est l'argument qu'elle me met en avant. 70 ans sans guerre en Europe, c'est la preuve que la dissuasion nucléaire a fonctionné. Alors moi j'ai aussi dans mes connaissances une hôtesse de l'air qui m'a dit « Depuis mon début de ma carrière, j'ai une amulette et je n'ai jamais eu d'accident. » C'est la preuve. Alors les bombardements d'Hiroshima et Nagasaki ont économisé des pertes humaines et c'est grâce à ça que le Japon a capitulé. Ça c'est faux. Les enregistrements historiques montrent que le Japon avait déjà capitulé avant. Donc c'est une fausse vérité qu'on essaye de continuer à faire croire. Et dans certains manuels scolaires, on a encore cette vérité-là, d'ailleurs. C'est comme ça que la guerre mondiale s'est terminée. C'est complètement faux, historiquement parlant. La France a un siège au Conseil de sécurité grâce à l'arme nucléaire. Oui, mais on avait un siège de sécurité bien avant. Donc, si maintenant on supprime l'arme nucléaire, est-ce qu'on garde notre siège au Conseil de sécurité? C'est aussi une question qu'on peut se poser par rapport à l'Union européenne, qui devrait avoir un siège à l'ONU permanent. Enfin, c'est des questions plus larges, mais c'est faux de dire que la France a un siège au Conseil de sécurité grâce à l'arme nucléaire. Alors on ne peut pas désinventer ça, je l'ai encore entendu récemment dans une conférence, on ne peut pas désinventer l'arme nucléaire. Mais c'est vrai. Moi, vous me donnez 5 kilos de plutonium, je vous fais une bombe. No problème. Donc le problème, c'est pas de désinventer, c'est de contrôler qu'avec le plutonium, on ne fasse pas de bombe, et donc il faut éliminer les stocks de plutonium. Vous savez que nous, on en a des centaines de tonnes. Avec l'AG, évidemment, il y a des gens qui travaillent à l'AG. Non, pas toi. Et donc, on ne peut pas désinventer l'arme nucléaire, mais on peut interdire sa fabrication, sa possession et son utilisation. Donc il y a une confusion sur le vocabulaire. Qu'est-ce que veut dire inventer ou désinventer, et qu'est-ce que veut dire posséder et ne pas posséder. Ensuite, les armes nucléaires font partie de notre ADN. Ça, c'est Claude Barthelone qui a commencé l'idée que ça fait partie de notre identité. Mais la question qu'on peut se poser, c'est comment évolue notre identité. Parce que dans un peuple, il faut forcément que l'identité évolue, parce que les conditions changent. Notre identité, il y a 150 ans, c'était la machine à vapeur et la guillotine. Maintenant, c'est plus vraiment notre identité. Donc, comment l'identité peut évoluer en France? Alors, le fromage, je pense, c'est intéressant de continuer à garder le fromage. Mais l'arme nucléaire, à mon avis, on peut très bien s'en passer. On s'est passé des colonies, on s'est passé de beaucoup de choses qui faisaient partie de notre identité. Donc, il faut évoluer avec le monde et il faut que notre identité évolue. Alors, il y a des sous-entendus cachés. Certaines personnes, moi je rencontre des fois au niveau de ministères ou
des élus, c'est que pour certains, eh bien, une guerre nucléaire, ça peut être limité à quelques frappes. On fait, oui, alors on est envahi, alors juste on détruit une ville et puis bon, tout se calme. Tout se calme, très bien. Les bombes nucléaires, elles font 10 à 100 fois Hiroshima, il faut que les gens aient des nerfs bien solides pour se calmer. Et ensuite, autre idée, c'est que c'est très improbable. Pratiquement, comment voulez-vous qu'on démarre une guerre nucléaire? C'est tellement invraisemblable, donc la probabilité est quasiment nulle. Et donc, s'occuper beaucoup de ça alors que la probabilité est nulle, vous savez qu'autrefois, enfin, quand on parlait de nucléaire civil, la probabilité était nulle d'avoir un accident. Tchernobyl, la probabilité était 0. Fukushima, la probabilité était 0. 0, ça veut dire une chance sur 10 milliards. Moi, c'est les physiciens en 1970, quand j'ai travaillé avec eux contre le nucléaire civil, calculaient la probabilité. Et c'était une chance sur 1 milliard. Voilà. Le problème, c'est qu'avec 400 réacteurs, on a déjà eu 4 qui ont eu un problème. Alors, si on veut conclure un peu sur cet état d'esprit des Français et des responsables, eh bien, l'arme nucléaire n'est pas utile pour notre sécurité, elle est utile comme marqueur de puissance. Et c'est un marqueur de puissance dangereux, parce que finalement, en cas de dérapage, eh bien, on y passe tous. Hein. Et il y a eu récemment une conférence à la Bibliothèque nationale où il y avait le bras droit de Macron pour la défense, Jean-Claude Mallet. Et à la fin, je lui ai posé une question. Quel est le plan B si la dissuasion échoue? Réponse, ça c'est extraordinaire de la part d'un politique. Réponse, il n'y a pas de plan B. Ça veut dire qu'il y a une cécité totale sur la gestion des conflits, la gestion des crises. On ne peut pas penser qu'on ait une crise où l'arme nucléaire va être mise en jeu. Et l'arme nucléaire est la fin de la crise. Grâce à l'arme nucléaire, on met fin à la crise. Là, on peut se dire, nos militaires sont incapables d'imaginer des scénarios. Parce que la dissuasion en français, ça veut dire 2 scénarios possibles. La dissuasion marche ou elle ne marche pas. C'est ça que ça veut dire, la dissuasion. C'est un mot très utile, même pour expliquer à un enfant, ne mange pas de la confiture, sinon il faut dire à tes privés. Voilà, bon, bref. Donc là, il y a 2 solutions. Il mange de la confiture ou il n'en mange pas. Mais il y a toujours 2 solutions. Donc dans la dissuasion nucléaire, il y a 2 solutions. On est attaqué ou on n'est pas attaqué. Il n'y a pas de plan B. Voilà. On est complètement incapable, il y a une paralysie intellectuelle d'imaginer un conflit où l'arme nucléaire est engagée. Alors, question, ne pas croire ou croire en la dissuasion, hein, ça c'est un cas, une vraie question. Et c'est pour ça que la campagne qu'on fait avec le réseau Sortir nucléaire, c'est une campagne contre la dissuasion nucléaire. Parce que si vous êtes contre la dissuasion nucléaire, vous êtes évidemment contre l'arme nucléaire, qui en est une conséquence. Alors, pour finir, le coup fatal de la dissuasion a été donné par Giscard d'Estaing dans ses mémoires, qui a dit qu'en cas de crise majeure, ce qui était prévu dans les scénarios de l'OTAN, hein, les chars soviétiques envahissaient l'Europe, je n'aurais pas engagé de tir nucléaire. Ce qui veut dire que quand un président de la République, après avoir quitté ses fonctions, annonce quelque chose comme ça, ça veut dire que la dissuasion, si les services d'espionnage étaient bien faits, la dissuasion n'existait pas. Parce que les Russes savaient que s'ils envahissaient, il n'y avait pas d'armes nucléaires. Donc il y avait un conflit conventionnel, mais il n'y avait pas d'armes nucléaires. Il y avait certainement un conflit conventionnel, c'est sûr, avec des armes anti-chars, avec beaucoup d'armements aussi engagés. Alors une fois j'ai cité ça, j'ai fait une conférence à l'Institut des hautes études de la défense nationale, et j'avais comme débatteur avec moi un amiral. Quand j'ai dit ça, l'amiral a sauté vraiment de son siège en disant c'est inadmissible, jamais un président ne devrait dire ça, c'est inadmissible, ça compromet la sécurité de l'État. Alors ce que j'aime bien poser comme question, et je vous la laisse parce que comme ça si vous rencontrez des militaires ou des politiques, c'est la vraie question dérangeante. Si vous êtes un jour amené à être le conseiller défense du président de la République, c'est votre avis qu'il va suivre. Il y a une crise terrible. Il y a une crise où on est envahi, où nos intérêts vitaux sont complètement compromis. Qu'est-ce que vous conseillez au président de la République? Un tir nucléaire d'avertissement, l'ultime avertissement, comme c'est dans la doctrine? Ou vous lui conseillez une défense conventionnelle? Ou qu'est-ce que vous lui conseillez? Le tir ou pas le tir? D'habitude, les diplomates ou les profs de géopolitique internationale commencent par me dire « je refuse de répondre ». C'est le président de la République qui décide. Non mais, vous êtes son conseiller.
c'est votre conseil qui va suivre. N'essayez pas d'esquiver la question. Qu'est-ce que vous conseillez? Et réponse au bout d'un moment, quand on les a bien cuisinés, évidemment, je propose une réponse conventionnelle et certainement pas de tir nucléaire. Donc ces gens-là, amenés à l'ultime choix d'utilisation ou pas d'utilisation, se disent c'est affolant, on ne peut pas accepter un tir nucléaire. Et ça, vous pouvez titiller des gens qui commenceront par vous dire qu'ils refusent de répondre, mais au bout d'un moment, le tir nucléaire qui engage un processus où on ne contrôle plus rien, amène finalement la destruction de tout le monde. Donc si vous dites au président de tirer un tir nucléaire, c'est pas la peine de prendre votre voiture pour rentrer chez vous. Votre voiture sera détruite et vous aussi. Donc c'est un marqueur de puissance dangereux. Il peut exister des cas de folie, d'accident qui dégénèrent. Et le problème, c'est que tout système technologique peut avoir des bugs, tout simplement. Des bugs ou des gens incompétents au mauvais endroit. Bon, il se trouve que Petrov était la personne compétente au bon endroit et qui a pris la bonne décision. Mais tout le monde ne s'appelle pas Petrov. Et ensuite, les physiciens nucléaires de l'université de Chicago ont fait, depuis le début de la guerre froide, des estimations de proximité de la guerre nucléaire mondiale. Et pendant la guerre froide, on a atteint, au moment de la crise de Cuba, un chiffrage de 2 minutes avant minuit, qui était vraiment très très proche. Minuit, c'est l'heure fatale où la guerre nucléaire détruit toute la planète. Après l'effondrement de l'URSS, on est passé à minuit moins 20 minutes. Et maintenant, on est, depuis l'année dernière, à minuit moins 2 minutes, exactement, comme les pires moments de la guerre froide. Donc vous voyez qu'une analyse qui essaye de chiffrer le risque de guerre nucléaire, et c'est un risque en particulier lié à toutes les crises climatiques, les migrants, etc., de déstabilisation sociale liée au réchauffement climatique, eh bien le risque actuel de guerre nucléaire est très important, comme dans pratiquement les pires moments de la guerre froide. Alors ce qu'il faut savoir aussi, c'est que il ne faut pas forcément se dire on est condamné à tous mourir dans une guerre nucléaire. Il peut y avoir des cas incroyablement chanceux. Ça a été le cas en 1986 où Gorbatchev a demandé à Reagan de le rencontrer à Reykjavik pour discuter. Reagan ne savait pas de quoi et au moment de la discussion, au début de la discussion, Gorbatchev a dit à Reagan, je vous propose d'éliminer toutes nos bombes nucléaires en 10 ans. Les vôtres et les nôtres. Actuellement, à l'époque, en 1986, il y avait autour de 60 000 bombes nucléaires. Maintenant, il n'y en a plus que 15 000 au niveau mondial, mais à l'époque, il y en avait 60 000. Et Reagan a réfléchi pendant 24 heures. Au bout de 24 heures, Reagan a dit non parce qu'il voulait mettre en place la guerre des étoiles et donc il y avait trop d'industriels qui étaient concernés. C'était pas possible d'abandonner l'arme nucléaire comme ça sur un coup politique. En plus, il n'aurait peut-être pas été suivi par le Sénat et le Congrès, donc il s'est peut-être dit c'est impossible à jouer. Mais en tout cas, Gorbatchev lui a proposé. Et c'était sérieux comme proposition. Pour Gorbatchev, c'était sans doute le coup pour faire survivre l'Union soviétique. Hein. La politique est plus complexe que uniquement une décision comme ça. Donc voilà. Alors, bon, la fin d'un diaporama comme ça, c'est avec Lucky Luke. Hein. Éliminer les bombes nucléaires, c'est impossible. Et évidemment, une conclusion, c'est que la phrase de Mark Twain que vous connaissez tous, c'est qu'ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Voilà.